Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce Flash Info numéro 58. Nous sommes le lundi 20 avril et nous allons faire le point sur cette épidémie de Covid-19 en commençant bien sûr par le chiffre en Polynésie française. Il y a 56 cas. Un cas de plus a été déclaré ce week-end. En gros, en une semaine, quasiment seulement un cas supplémentaire, sachant qu'il y a quelques centaines de tests qui ont été effectués ces derniers jours et qu'après 31 jours de confinement, cela commence à porter ses fruits. L'occasion de féliciter, de remercier bien sûr tous les services de santé. Et même s'il faut rester très prudent, le gouvernement ainsi que le Haut Commissariat doivent être plutôt satisfaits de ces derniers chiffres. Et on va donc consacrer ce flash info un peu plus sur les informations métropole, notamment sur la conférence de presse organisée par le gouvernement français ce dimanche. On va revenir sur les points essentiels avec notamment déjà les chiffres du jour puisque plus de 178 000 cas positifs déclarés en métropole avec un peu plus de 20 000 décès à ce jour. Et sur le point presse organisé par le gouvernement ce dimanche, il nous paraissait intéressant de revenir notamment sur les tests et la façon dont sont faits ces tests. Petites explications avec le ministre de la Santé. Il y a deux sortes de tests. Il y a le test viral, qui est le test qui permet de savoir, au moment où on fait le test, si vous êtes porteur du virus, si vous êtes malade, avec ou sans symptômes. C'est ce qu'on appelle le test PCR. C'est une grosse logistique, une grosse plateforme généralement hospitalière, mais également aussi maintenant en laboratoire de ville. Et vous l'avez sans doute suivi, même les laboratoires qui ne sont pas destinés aux humains, comme les laboratoires vétérinaires, les laboratoires de recherche, de gendarmerie. Tous ceux qui sont capables de faire ces tests sont pleinement mobilisés sur tout le territoire. Ce test virologique, il est important. Et il sera encore plus important au moment du déconfinement. Si vous êtes porteur de symptômes, on est après le 11 mai, et que vous voulez savoir si vous êtes malade ou si vous avez été cas contact rapproché d'une personne dont on sait qu'elle est malade, vous devrez bénéficier de ce test virologique qui vous dira au moment où vous le faites, encore une fois, si vous êtes malade. Mais ça ne vous dira pas si vous étiez malade il y a 10 jours, il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines. Donc ça a vraiment un intérêt diagnostique. Et puis il y a les tests sérologiques. Le test sérologique, c'est un test qui permet de savoir si vous êtes porteur des anticorps. Les anticorps, c'est, si vous voulez, le résultat de le professeur en parlait tout à l'heure, le résultat de la mémoire immunitaire. Quand vous avez été exposé à un virus, vous avez développé des armes contre ce virus qu'on appelle des anticorps et vous pouvez les garder en mémoire. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de cette mémoire. Au bout de combien de temps, après avoir contracté la maladie, les anticorps apparaissent? Est-ce que, s'ils sont apparus, est-ce qu'ils vont rester tout le temps ou est-ce qu'ils vont disparaître? Et puis, tout simplement, est-ce que ces anticorps, ils veulent dire qu'on est protégé contre la maladie ou non? Tant qu'on n'a pas répondu à ces questions, tant que personne au monde n'a pu apporter une réponse ferme à ces questions, considérer qu'il faille s'appuyer massivement sur les tests sérologiques serait anticiper une situation qui risque de ne pas coller à la réalité. Alors que les tests PCR, ça, on sait que pour pouvoir dépister les malades et ensuite isoler, c'est fondamental. Allez, en métropole, on prévoit aux alentours du 11 mai 500 000 tests par semaine. Continuez à aller chez le TAOT pendant cette période pour ceux qui ont notamment des maladies chroniques. C'est très important, on le voit sur ces chiffres. Explication. Le confinement ne doit pas être synonyme de renoncement aux soins. Les consultations baissent. 60% de moins pour les consultations en médecine spécialisée d'organes, 40% de moins pour les consultations en médecine générale. Hier soir, j'étais au téléphone avec un médecin responsable syndical qui s'inquiétait en me disant qu'il voyait arriver dans son cabinet depuis quelques jours des situations qu'il ne pensait plus jamais voir. Des hypertensions artérielles très déséquilibrées avec des valeurs tensionnelles beaucoup trop élevées. Des diabètes très déséquilibrés mettant même en péril la santé et la vie des malades. Par ailleurs, on constate une baisse inquiétante des dépistages en cancer, une baisse de la vaccination. C'est grave. C'est une situation qui doit nous inquiéter. Mon message aujourd'hui, il est à nouveau double. D'abord, un message à destination des malades. Faites-vous soigner. Si vous êtes porteur d'une maladie chronique, contactez votre médecin. La télémédecine, ça sert aussi à ça si vous avez peur de vous déplacer. Puis mon message, il est aux médecins, mais je sais qu'ils le font déjà. N'hésitez pas à appeler vos malades, vos patients porteurs de maladies chroniques lorsque vous n'avez pas de nouvelles. Il faut aussi être capable d'aller vers ces malades dans cette période. Je rappelle que les déplacements pour motif médical sont autorisés
Et par ailleurs, nous réfléchissons à une reprise progressive d'une activité programmée dans les établissements de santé, publics et privés, dès lors qu'ils ne mettent pas en jeu ni les médicaments précieux destinés aux malades en réanimation, ni les capacités de ressources humaines, de réanimation et d'anesthésie. Toujours dans ce point presse du gouvernement français, nous allons revenir sur ce que les scientifiques savent ou ne savent pas sur le Covid-19. Sujet et intervention très intéressantes, on écoute. Qu'est-ce que l'on sait sur le virus ? Et il y a un certain nombre de choses qui vous ont déjà été expliquées il y a 3 semaines, mais on progresse à la vitesse de l'éclair, on va très vite actuellement dans la recherche. La structure du virus, on commence à bien la connaître. La carte d'identité du virus, c'est-à-dire le génome du virus, aussi est connue. On connaît un certain nombre de choses qui permettent au virus de s'attacher aux cellules. Ça, c'est très important parce que c'est sa porte d'entrée. On progresse aussi beaucoup dans la description des formes cliniques de la maladie. Et ça, c'est important que nous, sur le terrain, on soit parfaitement au courant de tout ça, parce que ça permet d'écourter les temps diagnostiques, dans la mesure où on est assez vigilant à un certain nombre de symptômes que l'on décrit au fil de l'eau. La chronologie de la maladie, par conséquent, est désormais assez bien connue. Et puis, ce qui est très important, parce qu'il n'y a pas d'infection sans la réponse du système immunitaire, c'est impossible qu'il y ait pas une étude coordonnée de l'impact du virus et de la réponse du système immunitaire. Et si on fait la somme de toutes ces connaissances qui ont été acquises, ça nous a pris moins de 4 mois pour apprendre tout ça. C'est donc absolument extraordinaire, parce que si on se projette dans ce qu'il a pu se passer, par exemple, au moment de l'épidémie VIH, on a mis plusieurs années à acquérir la somme de connaissances qu'on connaît actuellement déjà sur le coronavirus. Alors après, évidemment, il y a encore des choses qu'on va apprendre. La disparité homme-femme. Pourquoi plus d'hommes sont infectés et pourquoi plus d'hommes sont hospitalisés ? Question à laquelle, pour l'instant, on ne peut pas vraiment répondre. L'autre questionnement, c'est la gravité. Il est très difficile d'anticiper actuellement les patients qui vont développer des formes graves en comparaison aux patients qui vont développer des formes moins graves, qui ne nécessiteraient pas, par exemple, d'être hospitalisés, et ceux qui, en hospitalisation, vont se dégrader. L'impact sur l'enfant. Les enfants sont relativement peu touchés, avec des formes symptomatiques peu importantes. Voilà, après 3 mois et demi d'épidémie, ce qu'on peut savoir ou ne pas savoir sur le Covid-19. Et puis un point finalement sur l'économie fait par le Premier ministre en personne, Édouard Philippe, qui a souhaité revenir sur la situation actuellement en métropole. Les défis auxquels nous devons face, c'est aussi la partie économique de la difficulté que nous connaissons. Les risques économiques associés à la crise sanitaire que nous vivons sont considérables. D'ores et déjà, il est acquis que l'impact de cette crise sanitaire, ce sera la plus forte récession connue en France et dans le monde occidental depuis 1945. Nous projetons qu'au cours de l'année 2020, la croissance sera négative de l'ordre de moins 8%. On a souvent l'occasion de se demander qu'est-ce que ça veut dire une croissance de 1% ou 1,5% ou 2% parfois, et on se réjouit quand la croissance est importante. Moins 8% de croissance en 2020, ça veut dire que la richesse nationale va se contracter, qu'elle va diminuer de l'ordre de près de 10%. C'est quelque chose de jamais vu qui va avoir un impact considérable. Les quelques chiffres que vous voyez sur l'écran sont éloquents. Au total, c'est près de moins 36% d'activité économique pendant la période de confinement, une diminution de l'activité dans l'industrie de l'ordre de 43%, une diminution de l'activité dans le domaine de la construction, dont on connaît l'importance pour la vie économique nationale, de l'ordre de 88%, et une quasi-cessation générale d'activité dans la restauration, dans les cafés, dans les hôtels pour la plus grande majorité d'entre eux. Ce choc économique, il est propre à la France, mais en réalité, il est propre à tous les pays qui sont confrontés à l'épidémie. C'est vrai en Italie, c'est vrai en Espagne, c'est vrai au Royaume-Uni, c'est vrai aux États-Unis, et c'est vrai dans un très grand nombre de pays qui alors même que l'épidémie ne les frappe pas directement ou avec moins d'intensité, voit néanmoins l'impact de la fin de l'activité ou de la cessation d'activité dans d'autres pays se diffuser vers eux. N'ayant plus de marché, ils ne peuvent plus produire et là aussi, les affaires s'arrêtent.
Et pour répondre à cette baisse économique, vous l'avez vu, de nombreuses mesures au niveau de l'État, mais également au niveau local sont mises en place avec le PC Eco au niveau local. On y est revenu plusieurs fois. On y reviendra bien sûr en détail cette semaine. On va terminer ce Flash Info par une note un peu plus légère et cet petit échange de tennis sur des toits d'immeubles en Italie, c'est plutôt sympathique. Voilà pour ces jeunes joueuses de tennis italiens sur les toits. On va terminer ce Flash Info bien sûr par les gestes barrières. Comme vous le savez, on se mouche dans des mouchoirs à usage unique. On se lave les mains plusieurs fois par jour. Si on éternue, c'est dans son coude. Enfin, on évite tous les contacts pour endiguer cette épidémie. Enfin, jusqu'à la fin du confinement, on reste chez soi pour sauver des vies. On fera bien sûr un point avec le pays et l'État dans les prochains jours pour voir s'il y aura une sortie de confinement le 29 avril. Ce sera la grande question à venir cette semaine. En tout cas, les prochains rendez-vous d'information sont à 15h45 pour l'édition spéciale. Et puis il y aura bien sûr nos journaux télévisés à 18h et 18h30. Et puis toute la journée sur le site internet de TNTV, l'information 24h/24 par notre rédaction web. Voilà, merci de nous avoir suivis. Bon appétit à toutes ceux et celles qui sont à table. Prenez soin de vous et bonne journée sur nos antennes.